Donc, je voudrais remercier pour son invitation Pierre-Yves. Bon, je suis un de ses auteurs maintenant, mais néanmoins, c'est toujours un plaisir de m'exprimer devant ce genre d'auditoire. Alors, la question peut aussi se poser de la manière suivante, c'est-à-dire, est-ce que les BRICS étaient réellement dans une logique de confrontation avec l'ordre occidental dès le départ, et comment en sont-ils venus à se positionner, même des pays qui sont considérés par les médias occidentaux comme des pays plus neutres que réellement alliés à la Russie et à la Chine, je pense à l'Inde et au Brésil, comment tous ces pays en sont-ils venus à considérer que désormais, il y avait une forme d'incompatibilité entre les pays du Sud global et une partie des institutions économiques internationales créées par l'Occident. Alors, pour comprendre ça, il faut rappeler les conditions de création des BRICS. Alors, je rappelle que l'acronyme lui-même a été créé par un économiste de Goldman Sachs, euh, James O'Neill, qui, en consultant les données, en consultant les datas, se rend compte que certains pays ont des rythmes de croissance à la fois économiques et de leur marché financier. C'est Goldman Sachs quand même. Et donc, ce qui intéresse Goldman Sachs, c'est la gestion des investissements et de la finance internationale, ont des rythmes de croissance tout à fait extraordinaires. Et donc, il fait un papier qui est rendu public assez rapidement, où il parle de ce groupe de 4 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, comme des pays émergents. Alors, on lui a beaucoup critiqué, on lui a dit, mais attends, considérer d'abord la Chine comme un pays émergent au début des années 2000, c'est déjà un petit peu limite. La Russie est-elle un pays émergent? C'est un pays qui a émergé il y a longtemps. Alors oui, d'accord, elle a eu la tête sous l'eau dans les années 90, mais il est assez normal qu'elle retrouve. Bon. Et globalement, si vous voulez, la formule de James O'Neill fait mouche, et elle fait tellement mouche que les dirigeants de ces 4 pays se disent, bah, pourquoi on ne créerait pas une organisation pour faire valoir nos intérêts? Et c'est ce qu'ils font lors d'un sommet aux Nations Unies. Donc c'est intéressant de voir que c'est dans le cadre des Nations Unies que les BRIC, l'Afrique du Sud ne se rattachera à ce groupe qu'en 2009, que les BRIC se créent. Et évidemment, ils ne se créent pas du tout dans une logique de confrontation avec les institutions internationales. Ils se créent à la fois parce qu'ils considèrent qu'ils ont des intérêts en commun, mais aussi parce qu'ils considèrent que leur place n'est pas reconnue à sa juste valeur dans ces institutions internationales. C'est l'époque où la Russie dit, mais attendez, on a peut-être été au 36e dessous pendant la période Yeltsin, mais on est en train de se reconstruire très vite, donc il faut que vous en teniez compte. Et pendant très longtemps, d'ailleurs même encore aujourd'hui, la presse occidentale a une vision de la Russie qui a 25 ans de retard. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Russie, c'est toujours la mafia et les oligarques comme ça l'était dans les années 90. Bon. La Chine, qui est en train de devenir un pays dominant au niveau du commerce international et même au niveau du PIB mondial, dit, mais nous n'avons pas la place qui nous revient au sein du Fonds monétaire international. Et même l'Inde commence à se poser des questions. Elle dit, voilà, bon, nous représentions un petit peu autour de 3% du PIB mondial dans les années 90. Au milieu des années 2000, nous sommes déjà à 5%, et nous serons probablement autour de 7% dans les années 2015-2020. Bon, il faut en tenir compte, d'autant plus que la part des pays occidentaux, mais ça c'est mathématique, quand vous avez des pays qui montent, d'autres pays, même s'ils continuent à croître comme ils croissent moins vite, voient leur part se réduire.
les pays fondateurs du Fonds monétaire international commencent à baisser. Donc, il y a cette idée, on va se réunir entre nous parce qu'on a des intérêts en commun. Et l'un de ces intérêts que l'on a en commun, c'est d'être mieux reconnu par les institutions économiques internationales, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'OMC. Ça, c'est l'idée de départ. Et par la force des choses, cette espèce de regroupement, qui au début est un regroupement très lâche, hein, commence justement à s'institutionnaliser. On a le premier sommet des BRICS. Donc, ils décident de se réunir, de coopter un cinquième pays qui est l'Afrique du Sud. Et on est à ce point, mais où en fait, ils cherchent plutôt à faire pression sur les pays occidentaux. Alors, excusez la formule, je suis quand même un professeur d'économie, ça porte un nom dans la théorie économique. Si vous voulez, il y a un grand auteur, qui est à la fois économiste et aussi un petit peu sociologue, qui a défini 3 méthodes que l'on peut avoir pour faire valoir ses intérêts. Il y a la voix, voice, consiste à protester de manière suffisamment audible pour que les autres entendent votre protestation et prennent en compte vos intérêts. Il y a le fait de jouer la carte de la loyauté, loyalty, de dire, ben voilà, je suis le meilleur allié ou l'un de vos principaux alliés, reconnaissez ma position. Et puis, il y a l'exit, la sortie. Voilà, ben, je ne suis pas reconnu dans ces institutions, j'en sors, j'en crée de nouvelles. Et il analyse, d'ailleurs c'est extrêmement intéressant, l'attitude des individus, mais aussi des États, à travers cette combinaison de voix, de loyauté, mais aussi de sortie. Alors très clairement, pour ce qui est des BRICS, nous sommes, au moment de leur création, et dans les premières années des BRICS, dans une logique, non pas de loyauté, mais de voix. Pas de loyauté, parce que ces pays comprennent bien que les pays occidentaux, bien sûr, qui sont des alliés sur les questions d'investissement, mais ils peuvent être aussi des concurrents sur d'autres questions. Mais on n'est pas dans une logique de conflit ouvert, mais dans une logique de reconnaissez-nous à notre juste place, à notre juste valeur. On en est là quand survient la crise de 2008. 2008-2010, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes, bon, qui commence, je le rappelle, sur le marché hypothécaire américain. Au départ, c'est bien un problème de mauvaise gestion et de mauvaise titrisation ou de titrisation imprudente de titres hypothécaires qui met le feu aux poudres. Bon. Et dont les différents pays, essentiellement en Chine et en Russie, mais c'est aussi vrai pour l'Inde, les dirigeants disent, attendez, cette crise, c'est pas sérieux. On ne voit pas le marché hypothécaire américain mettre le feu à l'ensemble de la planète financière. Les États-Unis ont entièrement les moyens de contrôler ce problème. Bon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors, la crise commence en 2007. Vous avez d'ailleurs un économiste français qui va se ridiculiser en disant oh, ben, cette crise, elle est déjà terminée, c'est jamais que 3 banques hypothécaires qui ont eu un petit problème, bon, etc. La crise monte en puissance pendant tout l'automne et le début de l'hiver 2007. Bon. Et donc, début 2008, vous avez un forum économique qui se tient à Moscou. D'ailleurs, mon sac à ordinateur est hérité de ce forum. Bon. Et on se réunit et je fais partie d'une discussion avec le ministre des Finances de la Russie de l'époque, qui est Alexis Koudrine. Et Koudrine, il est euphorique. Il est euphorique, il dit oui, bah,
Il y a une crise aux États-Unis, peut-être un petit peu dans le monde occidental, mais nous serons un havre de paix euh, pour la finance mondiale. Vous allez dire, Monsieur Coudrin, vous faites une erreur. Si les États-Unis ne prennent pas rapidement des décisions importantes pour contrôler cette crise deviendra une crise mondiale, et ne croyez pas que la Russie en sortira indemne. Tous les pays en souffriront, tous. La Russie, la première, et en particulier parce que la Russie est très liée à la finance internationale. Les banques vont avoir des problèmes de liquidité, elles vont donc liquider une partie de leur position à l'étranger, donc en Russie, ce qui fera s'effondrer non seulement votre marché financier, mais qui provoquera un problème par rapport au rouble. Par ailleurs, la demande de produits, en particulier de produits énergétiques au niveau mondial, va baisser parce que l'ensemble de l'économie sera affecté. Donc, oui, faites attention, cette histoire de havre de stabilité, je n'y crois pas un instant. Parce que vous n'avez pas la capacité, en tant que Russie seule, de vous isoler par rapport à ce qui se passe au niveau international. D'ailleurs, vous n'en prenez pas la direction. Fyodor Lukianov, qui est le directeur de rédaction de la revue La Russie et le monde global. Rossiyski et Globalny Mир. D'ailleurs, publie le papier que je fais, à partir de mon intervention, en regard au papier d'Alexis Koudrine. Bon, lui, il a compris, mais il dit, je ne peux pas ne pas publier le papier du ministre, évidemment, mais je publie ton papier, je les mets en face à face, et, comme on dit, l'avenir tranchera, le lecteur jugera sur. Évidemment, les autorités américaines sont complètement dépassées par cette crise. Ils arrivent à sauver une première fois leur système hypothécaire, enfin, le système public des hypothèques, ce qu'on appelle Fannie Mae aux États-Unis, mais ils sont incapables d'empêcher Lehman Brothers de faire faillite. Et à partir du moment où Lehman Brothers fait faillite, il y a une espèce de contagion très rapide qui démarre sur les marchés financiers. Bon, l'histoire est connue. Et ça prend les dirigeants russes par surprise, complètement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi ou ils n'ont pas analysé tout ce qui a pu se passer entre janvier 2008 et septembre 2008. Donc, la Russie perd de l'argent avec cette histoire. La production russe baisse. Il y a un choc extrêmement important, ce qui oblige Vladimir Poutine de reprendre les choses en main personnellement, ce qu'il n'aime pas du tout faire. Il considère que c'est pas professionnel, que c'est au gouvernement de gérer les questions économiques, et quand on lui demande d'intervenir, s'il le faut, il le fait. Mais il dit ça ne devrait pas se passer comme ça. Bon. Mais il n'est pas le seul. La Chine perd entre un quart et un tiers de ses réserves de change. Rien que pour stabiliser non seulement son économie, mais les économies d'Asie qui dépendent de la Chine. Et ça, ce choc, il va avoir des conséquences psychologiques et politiques extrêmement importantes en 2009 et en 2010. Parce que, confrontés à la réalité, les Russes se disent, mais les Américains, ils ont été incapables de contrôler la situation. Le Fonds monétaire international est absolument incapable. Alors, c'est vrai, mais cette incapacité est largement le produit de l'inaction du gouvernement américain. Alors, il faut toujours rappeler que le Fonds monétaire international dépend à 80 ou 90% du Trésor américain.
En fait, l'argent que le Fonds monétaire international prête à certains pays, euh, pour avoir cet argent, il émet des titres de dette, et ces titres de dette sont rachetés par le département du Trésor américain. C'est comme ça qu'il obtient de l'argent. Donc, ça veut dire qu'ils dépendent complètement du Trésor américain, et le Trésor américain, à un moment donné, les gens du FMI disent, mais il va nous falloir engager 60 ou 80 milliards pour essayer de stabiliser la situation. Le Trésor américain dit non. Non, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Mais vous dramatisez cette crise. Enfin, tout ça, ça se passe entre avril et septembre 2008. J'ai pas mal parlé avec des acteurs de cette époque, et ce qui est frappant, c'est que ces acteurs, soit sont débordés par le nombre de problèmes à gérer. Alors, ça, c'est très vrai dans la faillite de Lehman Brothers. La faillite de Lehman Brothers, il y a toute une série de gens qui sont prévenus que ça va mal chez Lehman Brothers, mais comme ils doivent gérer en même temps la crise de Fannie Mae, comme ils doivent gérer les relations avec la Chine, etc., ils laissent tomber la question de Lehman Brothers sur le thème, bon, c'est peut-être pas une crise immédiate. En fait, oui, c'était une crise immédiate. Et puis, il y a tout simplement des gens qui ne croient pas à la crise. La crise, quelle crise? C'est jamais que quelque chose de très local. Quand tout converge et que tout explose, il y a une énorme surprise. Mais les gens qui sont le plus surpris dans cette histoire, je le rappelle, c'est les Russes et les Chinois. Ils sont très désagréablement surpris. Bon. Et ils en tirent comme conclusion le fait que ni les États-Unis, ni le Fonds monétaire international ne sont capables de gérer une crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Parce qu'évidemment, après, ils disent aux Américains, attendez, c'est les bêtises que vous avez laissées faire sur votre marché hypothécaire qui nous ont mis dans la merde. Donc, excusez-nous, c'est quand même vous les responsables. Ah non, pas du tout, c'est le marché. C'est quoi le marché? Le marché, c'est pas une entité désincarnée. C'est des gens, c'est des pays qui interviennent. Bon. Et ça, évidemment, les Américains ne vont jamais le reconnaître. Bien sûr qu'il y a des économistes américains qui ont dit oui, c'est nous qui avons gravement erré dans notre absence de régulation du marché hypothécaire. Bon. Et donc, qui disent non, 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 il fallait déréguler, il fallait déréguler. Vous voyez ce que ça. Non, 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 il fallait déréguler, il fallait déréguler. Donc voilà. Russes et Chinois sont très choqués politiquement. Et ils sont d'autant plus choqués que éclate en 2009 une crise de confiance sur les agences de notation américaines. Ces agences de notation sont essentiellement américaines. Et alors, il faut insister sur leur nécessité par rapport à la finance internationale. Nous avons un marché mondial, un marché général des dettes publiques ou dettes privées. Autrement dit, un marché général des obligations. Ce marché n'est possible que parce qu'il y a une notation de ces différentes obligations. Et donc, cela veut dire que les agences qui font cette notation, alors, une notation un petit peu différente, hein, vous savez que suivant les agences, ce n'est pas exactement les mêmes grades, néanmoins, elles sont censées faire des notations qui sont objectives. Et ce qu'on découvre en 2009, c'est que, au mieux, certaines des notations sont faites au doigt mouillé, avec cette interview absolument fantastique d'un des responsables de notation qui dit « Oui, moi, je regarde sur The Economist et sur The Financial Times, je jette un coup d'œil aux statistiques du Fonds monétaire international et je rédige ma note de notation. » Ah oui, d'accord. C'est un peu léger parce que ça, c'est ce qu'on est en droit de demander à un étudiant de licence, hein, mais pas plus. Bien.
Et parfois, il y a des interventions politiques. C'est le directeur du Trésor ou le département de l'économie aux États-Unis qui appelle l'agence de notation et lui dit, écoutez, on sait que tel pays va mal, mais ce sont des alliés, mais il faut qu'on puisse reprendre une partie de leurs dettes pour les stabiliser. Donc vous allez les mettre en double A, alors peut-être pas en triple A, mais vous allez quand même les mettre en double A ou en double A+, bon, etc. Et comme ces agences travaillent beaucoup avec le gouvernement américain, elles n'ont pas beaucoup d'autres choix que de se plier à la demande du gouvernement américain. Tout ça, ça éclate en 2009. D'ailleurs, ça va donner naissance à une agence de notation chinoise, à une agence de notation russe, mais au-delà de la création de ces agences de notation nationales, et d'ailleurs, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que l'on ait des agences de notation américaines, ça posait un problème, c'est évident. Mais si chaque pays se dote de son agence de notation, on a le même problème, mais cette fois-ci multiplié par le nombre de pays. En fait, la chose logique à faire aurait été de dire, il faut créer une agence de notation internationale qui ne dépende que du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la seule méthode pour ce faire. Bon, aucun pays n'est prêt à le faire. Bon, donc, problème. Et les pays en développement, les pays émergents, donc évidemment les BRICS, commencent à se dire, c'est un grand n'importe quoi. Et le fait que ce soit un grand n'importe quoi, c'est pas simplement un problème de théorie économique ou idéologique. On a perdu de l'argent. Oui, quand vous avez un pays qui a une chute du PIB de 3%, ça fait de l'argent. Et c'est ça le résultat de la crise, par exemple en Russie, en Allemagne, en France. Alors en France, ça a été un petit peu moins, bon, etc. Bon. Vous avez tous les très beaux discours qui ont été faits par Nicolas Sarkozy en 2009, écrits par Guénaud, par Henri Guénaud, bon, sur l'irresponsabilité de la finance internationale. Ça fait 15 ans qu'on le savait, bien. Ça fait 15 ans qu'on montrait que les mécanismes même de rémunération des traders poussaient ces traders à faire n'importe quoi. Tout le monde est conscient des problèmes, personne n'agit. Donc là, vous avez les BRICS, notamment la Russie, la Chine, mais aussi l'Inde, qui se disent, c'est pas possible. Il va falloir qu'on développe notre système. Donc, j'insiste vraiment sur cette crise parce que c'est là où on commence à voir émerger non plus simplement la logique antérieure qui disait bon, vous ne nous donnez pas toute notre place dans les instances internationales. Bien. Et on a une logique, mais ces instances internationales, elles sont vérolées. Excusez-nous, vous n'avez pas été capable de contrôler une crise qui, au départ, n'est pas une crise phénoménale. Ce n'est jamais que des problèmes liés au marché hypothécaire américain. Donc, il y a une perte de confiance, une perte de légitimité des instances internationales qui est très importante. Ce n'est pas suffisant pour que les BRICS prennent la décision d'emblée de jouer l'alternative, mais c'est en tous les cas suffisant pour qu'ils se disent, bon, maintenant, on va poser la question aux responsables américains et aux responsables occidentaux, soit vous nous faites tout de suite de la place, et puis nous allons essayer de mettre nous-mêmes un petit peu d'ordre dans les marchés financiers, dans les systèmes de financement, ou alors, et là, ils ne développent pas plus. Et en fait, on voit que se met en place à ce moment-là une stratégie que l'on peut appeler voice and exit. Autrement dit, on va commencer à se préparer à sortir du système. On ne veut pas sortir du système en réalité, mais on va commencer quand même à s'y préparer comme un moyen de mieux faire entendre notre voix.
encore eût-il fallu que leurs partenaires ne soient pas complètement sourds. Et nous en avons un très bel exemple avec ce qui se passe après l'élection, enfin la désignation à la tête du Fonds monétaire international de Dominique Strauss-Kahn. Les grosso modo 4 mois où il a été en fonction étaient un moment extrêmement important pour les institutions internationales. Alors, je sais que je connais bien Strauss-Kahn. J'ai été son assistant pendant 2 ans et demi à Nanterre. Bien. On connaissait tous ses défauts. Alors, il était connu comme le loup blanc. Hein. Voilà. Mais le point intéressant, c'est quand il arrive à la direction du FMI, il fait 2 choses. La première chose, c'est qu'il fait un grand discours où il dit c'est plus possible, on ne peut pas faire fonctionner le FMI comme il fonctionne actuellement. Il faut que les pays soient représentés au FMI au niveau de leur poids dans le commerce international. Ce qui veut dire, en réalité, il faut donner la part majoritaire à la Chine. Bon, puis il fait une deuxième chose immédiatement, il invite une des responsables du FMI qui est d'origine hongroise dans son lit. Ce qui évidemment est très mal perçu aux États-Unis. On parle d'un comportement inapproprié. Alors, il va faire ses excuses, bon, etc. Je me rappelle, on reçoit en début mars 2012 un collègue russe avec Madame Françoise Renversé, qui était l'ancienne rectrice de l'Académie du Nord, qui était présidente de Nanterre pendant plusieurs années, présidente évidemment du département d'économie, bon, etc., et qui est d'ailleurs la personne qui m'a recruté à Nanterre en 1982. Et on était très liés à ce collègue russe, et le collègue, je me rappelle, c'était bar à huîtres à Montparnasse, et il me dit à un moment donné, il dit, écoutez, ce qui se passe là au FMI avec Dominique Strauss-Kahn, ça vous a pas étonné? Et Françoise Renversé, qui avait elle-même recruté Strauss-Kahn à Nanterre, qui fait oui, ce qui nous a étonné quand même, c'est qu'il ait fallu 2 mois pour que ça arrive. Nous, on tablait plutôt sur 3 semaines. Bon, ambiance. Le problème, c'est que Strauss-Kahn est incapable d'écouter, et tout le monde le lui dit. Tu peux faire tout ce que tu veux quand tu es en France. Mais simplement, comprends qu'aux États-Unis, on est dans une autre logique. Et il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Bien. Un de mes amis, qui est un très vieil ami de Strauss-Kahn, lui dit, écoute, si tu veux continuer à t'occuper du Fonds monétaire international, voire plus, il y a une solution, ça s'appelle le bromure. Mais tu te calmes. Strauss dit oui, oui, etc. Et il continue à en faire à sa tête, on sait ce qui est survenu. Le problème, c'est que tout son projet d'ouvrir beaucoup plus largement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux Russes, aux Chinois surtout et aux Indiens, capote de ce fait. Alors bien sûr, la personne qui va lui succéder, Madame Christine Lagarde, qui est une personne, je vous lis, hein, qui est une personne de qualité. Alors, elle n'a pas la dimension intellectuelle d'un Strauss-Kahn, qui est capable de réelles fulgurances sur les questions financières, mais une personne de qualité, elle va obtenir des Américains le fait que la part de la Chine va augmenter, que le yuan sera inclus dans le panier de monnaie sur lequel sont basés les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Bon. Donc, une série de gestes envers la Chine, mais ce n'est pas ce que la Chine demandait. Ça reste très en deçà de ce que demandait la Chine. Et l'Inde n'obtient rien.
Donc, ces dirigeants se retrouvent avec les dirigeants russes, puis bon, bien entendu, les dirigeants brésiliens d'Afrique du Sud, ils disent: «On nous a fermé la porte au nez». Et ça, c'est un point extrêmement important qui va se développer à partir de 2012 et jusqu'en 2017. Donc, premier point, on nous ferme la porte. Ou on nous a donné des miettes, disent les Chinois, pas possible de continuer comme ça. Deuxième point, les États-Unis développent une politique de confrontation avec la Chine et avec la Russie. Or, s'il y a une chose que les États-Unis devraient chercher à éviter, de leur point de vue, c'est une alliance russo-chinoise. Mais la meilleure manière d'éviter une alliance russo-chinoise, c'est d'éviter de rentrer dans une relation de conflit avec ces deux pays simultanément. Alors, on a le problème qui commence avec la Chine bien avant Trump. Trump, c'est 2007, mais ça a commencé bien avant. Ça commence dès 2012-2013 avec Barack Obama. Bien sûr, sans y mettre le côté flamboyant que Trump peut y mettre, mais en réalité, c'est de là que ça commence la politique d'affrontement vis-à-vis de la Chine. Et puis, on a une politique d'affrontement vis-à-vis de la Russie. Et qui donne en particulier les mauvaises relations depuis l'affaire de Géorgie avec la Russie en 2008, et puis démarre la question du Maïdan en Ukraine, et les Russes d'emblée disent quelles sont leurs lignes rouges. Ils leur disent la Russie ne peut pas tolérer une Ukraine hostile et se rapprochant de l'OTAN à sa porte. Bon. Tout le reste, c'est négociable. Mais ça, c'est justement, c'est pas négociable. Les Américains n'écoutent pas. Alors, est-ce que c'est eux qui ont fomenté, ou est-ce que c'est les Ukrainiens qui eux-mêmes ont fomenté, enfin, est-ce que c'est l'extrême droite ukrainienne qui a fomenté les incidents du Maïdan? Ça, on ne le sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est que la manifestation où il y a plusieurs morts sur le Maïdan, les morts sont venus du côté du Maïdan. Les gens ont eu des blessures dans le dos. Autrement dit, on leur tire dessus, non pas depuis le palais présidentiel, ce n'est pas la garde de Yanukovych qui tire, mais ce sont des tireurs qui tirent depuis des bâtiments qui sont tenus par les manifestants eux-mêmes. J'ai un collègue canadien d'origine ukrainienne, M. Ivan Kachanovski, qui l'a parfaitement démontré. D'ailleurs, le papier dans lequel il le démontre a été présenté devant l'Association américaine de sciences politiques. On ne peut pas faire plus officiel, de reconnaissance plus formelle de la qualité de son papier. Donc le problème, c'est que à ce moment-là, les États-Unis sont engagés à la fois dans une politique d'affrontement avec la Chine, d'affrontement essentiellement commercial, mais d'affrontement, et une politique d'affrontement beaucoup plus géopolitique avec la Russie. Avec d'ailleurs, suite, alors, Maïdan, on a la réaction russe, on a la réaction des gens de Crimée qui demandent à se rattacher en Russie, et on a à ce moment-là une politique de sanctions américaines contre la Russie. Et le résultat, c'est que ces deux pays, la Russie et la Chine, se disent, bon, on savait déjà qu'il y avait une irresponsabilité congénitale du gouvernement américain depuis l'affaire de l'Irak en 2003. À cette époque-là, d'ailleurs, je précise que dans les textes officiels russes, dans les communiqués du MID, du ministère des Affaires étrangères, on parle de politique aventuriste de la part des États-Unis. Dans le langage soviétique et post-soviétique, c'est un terme d'une force extrême. Le seul gouvernement dont la politique a été qualifiée d'aventuriste,
c'est le gouvernement nazi, c'est l'Allemagne nazie de 1935 à 1939. C'est le seul. Il faut faire très attention à ça. Hein. Bon. Les Américains ne voient pas, pourtant ils sont prévenus. Ils sont pourtant prévenus. Hein. Avec un collègue américain qui malheureusement est mort en 2005, on fait un papier très court, pour leur dire faites attention, l'image des États-Unis se dégrade de manière très inquiétante dans les élites russes. Et aujourd'hui, la vision qu'ont les élites russes de la politique américaine, on ne remettait même pas cette politique en question. On n'en parlait pas. On dit voilà, et la vision qu'ont les Russes, c'est un problème réel qui doit être traité par le gouvernement américain. Le gouvernement américain ne peut pas faire comme si ce problème n'existe pas. On nous a renvoyé le papier au nez. Ça, c'est un autre problème. Et donc, on a le début d'une alliance resserrée entre la Chine et la Russie. Et l'Inde commence à se rapprocher de ces deux pays. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait évident. L'Inde a un vieux contentieux frontalier avec la Chine. Il y a eu les combats entre la Chine et l'Inde de 1962. Depuis 1962, il y a toujours cette instabilité sur la frontière. La Chine appuie le Pakistan. Or, la Russie réussit un coup de maître. On parle beaucoup des BRICS. On oublie une autre organisation qui existe depuis le début des années 2000, qui est antérieure aux BRICS, et qui était au départ une manière pour les Russes d'institutionnaliser de bonnes relations avec la Chine. C'est l'Organisation de coopération de Shanghai, SCHOS, en russe. Et cette organisation, elle fait rentrer l'Inde et le Pakistan dans son sein. Et d'ailleurs, le résultat de cette entrée de l'Inde et du Pakistan, c'est que d'un coup, ouf, la tension entre les deux pays baisse d'un cran. Ce qui n'était pas plus mal parce que vous avez deux puissances nucléaires et qui sont des puissances nucléaires faibles, autrement dit, dont le système nucléaire est instable, n'est pas garanti, qui commençaient à vouloir se crêper le chignon. Donc, c'est une excellente chose que ces deux pays soient rentrés dans l'organisation de coopération de Shanghai et trouver à travers cette organisation de coopération de Shanghai une tribune pour se parler. Néanmoins, ça disait quelque chose sur les relations internationales. Les gouvernements américains, mais aussi les gouvernements des grands pays européens, n'en tiennent aucun compte. Alors, pour les États-Unis, c'est un problème. Au niveau des pays européens, vous avez cette espèce d'idée au niveau allemand que tout conflit politique peut se dissoudre dans l'économie. Ben non. Ben non. Et ça, c'est quelque chose que les Allemands vont mettre des années. Ils n'en sont d'ailleurs toujours pas revenus de cette idée. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de politique réellement autonome de la France par rapport à l'OTAN. Et ça, c'est l'une des principales critiques que je peux faire à Nicolas Sarkozy. Car c'est de Nicolas Sarkozy, de la question de la Libye et de la manière dont la Russie a été un petit peu roulée dans la farine sur la question libyenne, que date aussi toute une série de ruptures au sein, enfin, entre les alliés traditionnels de la Russie en Europe. Donc on a une situation qui est en train de se dégrader rapidement et progressivement, on voit émerger une solution de sortie par rapport aux
institutions économiques internationales, FMI, Banque mondiale. C'est la création de la fameuse nouvelle banque de développement, hein, NBD en français, NDB en anglais, hein, si vous regardez des textes en anglais, c'est New Development Bank. Bon. Cette banque sise à Shanghai, parce qu'elle va pouvoir s'appuyer sur le marché financier chinois pour lever de l'argent, dont la présidence est régulièrement donnée à un ou une brésilienne. C'est l'ancienne présidente du Brésil qui la dirige, et qui commence à prendre des actions de plus en plus importantes. Alors, la décision de créer la nouvelle banque de développement, elle est prise théoriquement en 2012. Au sommet de 2013 que les choses sont mises un petit peu au carré. La banque est officiellement créée en 2015. Vous voyez, ça prend du temps quand même. Bon, il s'agit de construire une institution internationale, et elle commence ses premières opérations en 2016. Sauf qu'en 2 ans, de 2016 en 2018, elle va faire plus de prêts que la Banque mondiale. Donc on voit bien, les BRICS n'ont pas cherché à mettre la nouvelle banque de développement complètement en avant en disant voilà, nous avons une institution qui va remplacer et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Même si vous avez des articles scientifiques qui le disent, hein, en particulier des auteurs russes, des auteurs chinois. Évidemment, on les lit. Si vous voulez, personne ne lit les revues scientifiques de ces 2 pays. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous savez que le CNRS tient une liste des revues par pays pour noter les jeunes candidats et les professeurs, au nombre d'articles qui sont publiés dans les revues de niveau A, de niveau B, de niveau C, bon, etc. Il y a une seule revue chinoise. Et c'est parce qu'elle elle publie en anglais. Alors que vous avez au moins en Chine, d'après ce que me disent les collègues chinois et les collègues sinologues de l'école des hautes études, vous avez au moins 40 à 50 revues de niveau international. Même chose en Russie. Aucune revue russe n'est intégrée dans ce système de classement. Or, nous avons au moins 4-5 revues de très bon niveau en Russie. Donc, il y a aussi cette espèce d'aveuglement volontaire des élites occidentales sur ce qui est dit dans la presse importante, dans la presse scientifique, de Chine, de Russie, d'Inde aussi. Même problème pour les revues indiennes. Je crois qu'il y a une revue indienne seulement qui est classée par le CNRS, alors que l'Inde a une tradition scientifique qui remonte même avant l'indépendance. Vous avez eu des grands scientifiques, vous avez eu des grands physiciens indiens en particulier. Bon. Même chose au Brésil. Aucune revue brésilienne n'est classée, alors que vous avez 5 ou 6 revues brésiliennes de très haute qualité. Donc, il y a un véritable problème là. Si vous voulez, j'en parle parce que ça explique aussi pourquoi on n'a pas vu venir ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre que c'est pas que nous n'avons pas vu venir, c'est que nous n'avons pas voulu voir venir. Nous ne sommes pas donné les moyens, nous n'avons pas écouté les gens qui lisaient le russe, lisaient le chinois, lisaient le portugais, lisaient un certain nombre de langues indiennes, mais très souvent, il faut le dire, les revues indiennes publient en anglais, parce que l'anglais est la seule langue qui soit maîtrisée par tous les Indiens. Et comment faire se parler ensemble quelqu'un qui parle l'hindi et quelqu'un qui parle l'ourdou? Ben, c'est simple, ils parlent en anglais. Bon, c'est assez classique. Personne n'a voulu. Ça, c'est un problème majeur. Et donc, il y a ce développement de la part des BRICS
de cette politique à la fois voice et exit, mais il y a surtout quelque chose qui devient très fort chez eux, c'est qu'ils se disent, mais on peut raconter ce qu'on veut, on ne nous écoute pas. Ou on ne nous écoute que si nous prenons le contre-pied systématique de ce que disent les Occidentaux. Et donc peut-être c'est ce qu'il faut faire pour qu'on soit écouté. Et ça, c'est un changement de mentalité qui se produit entre 2012 et 2017. Par ailleurs, vous avez toute une série d'ententes entre la Chine et la Russie, la construction de Power of Siberia One, c'est l'énorme gazoduc dont on se rend compte maintenant qu'on a largement sous-estimé la capacité, puisqu'il a été capable de multiplier par 2,5 le volume de gaz en transit entre 2021 et 2023, par 2,5. Donc ça prouve qu'il y avait très 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 sérieuse sous-estimation. Il y a aussi le fait que la Russie commence à coter le yuan à la bourse de Moscou, développe des obligations en yuan, autrement dit des entreprises russes ou des entreprises occidentales qui veulent investir en Russie, passent par le yuan. Un exemple qui n'a pas reçu l'importance, la couverture médiatique qu'il aurait mérité, l'argent que Total va investir dans Novatech va passer en yuan. Total va changer ses euros en yuan et acheter des actions de Novatech en yuan. Rien que ça, si vous voulez, c'était suffisamment important. Alors, oui, bon, c'est une lubie des dirigeants de Total. Il faut être sérieux. Une lubie à 5 milliards de dollars, c'est plus réellement une lubie. Quand on est sur des montants de ce niveau-là, il faut se dire, c'est une stratégie de firme. Ça ne s'appelle pas une lubie. Donc, il y avait tout ça. Cependant, ce n'était pas encore entièrement joué. Le basculement n'était pas entièrement joué. Et il va se jouer ces 4 dernières années, 2019-2023. Alors, un premier point important, et qu'on continue de ne pas vouloir regarder en France, c'est la crise de la Covid. La crise de la Covid a été un choc d'une ampleur énorme au niveau du commerce international, et c'est ce qui a persuadé les pays des BRICS de fonctionner en circuit fermé. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, là encore, on a dit, vous avez plusieurs discours qui sont tenus. Le premier discours qui dit, oui, la crise de la Covid, ça a été très important. C'est le discours qui est tenu à la Banque mondiale. Mais c'est un choc transitoire. Pas si transitoire que ça. Bien. Vous avez des gens qui disent, la crise de la Covid, elle n'a pas existé. Et regardez, la Covid actuellement est une maladie comme les autres. Actuellement, c'est vrai. Mais ça veut simplement dire, ça veut dire que le virus a beaucoup muté. Bon. Et les décisions de confinement, elles ont d'abord été prises en Chine. Il faut quand même s'en souvenir. Donc, il y a une espèce d'aveuglement au choc qu'a provoqué la crise de la Covid. Et ce choc, un des points très importants, c'est qu'on se rend compte que des lignes commerciales importantes peuvent être coupées du jour au lendemain si se passe un événement extrêmement grave au niveau international. Alors ça, c'est quelque chose qui est parfaitement analysé par les Russes et les Chinois. Et vous avez aussi le fait que Russes et Chinois se disent ben, il faut parler à d'autres pays du tiers-monde. Et là, vous avez un point, lui aussi très important, mais que là encore, les Occidentaux
m'arrive de temps en temps de regarder LCI. Mais vous savez, c'est peut-être comme quand vous regardez un mauvais élève, quand vous prenez la copie comme ça au hasard d'un mauvais, enfin, vous avez votre paquet de copies, ah oui, tiens, qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie? Ah d'accord, je suis pas déçu. Et vous le remettez sous le paquet. C'est le développement de la relation entre la Russie et l'Arabie saoudite. Alors, d'où est-ce que ça vient? En 2015, les Saoudiens ont accepté de jouer le rôle que leur avaient dévolu les Américains, c'est-à-dire ils sont intervenus pour faire baisser le prix du pétrole fortement. Et le prix du pétrole a été, il est passé de grosso modo 70 $ le baril à 20 $. Bon, choc pour la Russie, mais choc aussi pour l'Arabie saoudite, qui se rend compte que jouer les auxiliaires de la politique américaine, c'est bien, mais ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Alors ils se retournent vers les États-Unis et ils disent, écoutez, on a fait ça pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Moyen-Orient? Ah ben nous, on soutient Israël. Non mais, attendez, sérieusement, il faut quand même chercher à régler cette question du Moyen-Orient. Ouais, mais nous, on soutient Israël. Pose un problème. Rebelote avec la crise de la Covid. Là, les Saoudiens sont pris comme les Russes dans le maelstrom. C'est qu'à même à un moment donné, le pétrole a eu un prix négatif. Pourquoi? Parce que les capacités de stockage étaient saturées et il y avait quand même du pétrole qui arrivait toujours. Et donc, à un moment donné, les gens étaient prêts à payer, enfin les sociétés d'extraction étaient prêts à payer pour que vous achetiez du pétrole. Bon, ça a duré 3 jours. Et là, ils se disent, c'est plus possible. Il faut réellement organiser le marché du pétrole. On crée ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est l'OPEP plus la Russie. Et quand en 2022, vous avez Biden qui vient voir le MBS, le prince héritier. Il mange son chapeau parce qu'il avait dit non, après ce qu'ont fait les services secrets de l'Arabie saoudite, le massacre de cet opposant en Turquie, plus jamais je ne parlerai. Mais bon, il mange son chapeau, il vient à Riyad et il demande aux dirigeants saoudiens de refaire ce qu'ils avaient fait en 2015, c'est-à-dire de jouer le pétrole à la baisse. Mais non. Non. Non, nous avons un accord de cogestion du marché du pétrole avec la Russie et nous respecterons cet accord. Il ne lui dit pas nous allons aider la Russie, mais il lui dit nous avons passé un accord avec la Russie qui nous satisfait, nous, et donc on ne va pas casser cet accord pour vous faire plaisir. D'autant plus que vous n'avez rien à nous donner. Vous ne voulez rien nous donner. Vous n'êtes pas capable de faire pression, alors que vous en avez tous les moyens sur Israël, pour amener le gouvernement israélien à avoir une politique beaucoup plus intelligente dans la région. Donc, nous ne bougerons pas. Et ça a été à la fois un choc, évidemment pour les États-Unis, mais ça a été un choc au niveau international. Parce qu'il y a toute une série de pays qui surveillaient beaucoup les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et qui se disent si c'est ça la nouvelle politique de l'Arabie saoudite, bah, ça veut dire que même un pays qui apparaissait être complètement dans la main des États-Unis peut prendre son autonomie par rapport à eux. Et donc, bah, il faut peut-être s'intéresser un petit peu aux BRICS. Et autour de ce type d'événement, plus le fait que les Européens et les Américains décident des sanctions contre la Russie. Ils sont les seuls. Le reste du monde ne les suit pas. Non pas que le reste du monde approuve nécessairement la politique russe. C'est le cas de l'Inde. C'est très intéressant de regarder la position indienne.
l'Inde a condamné l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais elle a refusé les sanctions. Autrement dit, voilà. Oui, on pense que les Russes ont eu tort de faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est un problème entre les Russes et les Ukrainiens, et ce n'est pas notre problème à nous, Indiens. Donc, on va continuer de faire du commerce avec la Russie. C'est une position qui est aujourd'hui majoritaire au niveau mondial. Et les pays occidentaux, les États-Unis, ne se rendent pas compte qu'au travers de leur politique des sanctions, qui par ailleurs est très faiblement efficace, mais simplement symboliquement et politiquement, cette politique les isole bien plus qu'elle n'isole la Russie. Parce qu'elle les fait apparaître comme des partenaires inconstants et imprévisibles pour l'ensemble des autres pays. Et donc là, c'est à travers l'ensemble de ces événements qu'on a très probablement passé le point de non-retour et que les BRICS, d'abord, ont décidé de s'étendre. Alors, il y a eu les 4 adhésions décidées en 2023 qui sont rentrées dans les faits début 2024. Là, désormais, vous avez la création d'une liste de 10 pays, 10 partenaires associés aux BRICS. Bon, dont ces 10 pays, certains frappent à la porte pour rentrer de manière assez insistante. Par exemple, la Malaisie. C'est très drôle, vous avez donc la décision qui a été prise à Kazan, là, en octobre dernier. La publication de la liste des 10 pays partenaires, elle est du soir du 23. Le sommet étant officiellement conclu le 24. Le 26, 3 jours après, vous avez un communiqué conjoint du Premier ministre malais et du roi de Malaisie, parce que, il faut rappeler, la Malaisie, c'est une monarchie constitutionnelle. Bon, le roi n'a que des fonctions d'apparat, etc. C'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Mais ils ont quand même fait un communiqué commun en disant non, non, être partenaire, très bien, mais on veut être membre des BRICS. C'est une manière de dire oui, d'accord, partenaire, ok, mais nous, on veut vraiment rentrer. La Malaisie, c'est la production de 6% des puces électroniques au niveau international. Vous avez le même problème avec l'Indonésie. Et l'Indonésie, par ailleurs, se dit, rentrer dans les BRICS, ça va nous permettre de mieux gérer notre relation avec la Chine, qui est toujours un petit peu conflictuelle. Vous avez eu, avant, le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en œuvre, et cette dynamique, évidemment, a des conséquences sur les institutions que les BRICS ont créées. Ces institutions apparaissent de plus en plus, non pas comme des institutions venant s'ajouter aux institutions occidentales, mais venant ou potentiellement pouvant remplacer les institutions occidentales. Alors, quel sera l'avenir? La première chose qu'il faut tenter d'évaluer, c'est quel est le pouvoir structurel des BRICS. Ce qu'on appelle le pouvoir structurel, c'est la capacité d'un pays ou d'un groupe de pays à créer des institutions qui ont vocation à être internationales. Très clairement, aujourd'hui, les BRICS sont le seul groupe de pays qui sont capables de créer des institutions au niveau international. Le Japon l'avait tenté au début de ce qu'on appelle la crise asiatique, 97-98. Le Japon avait proposé de créer l'équivalent d'un fonds monétaire asiatique, les Chinois avaient dit oui d'ailleurs, qui serait capable de gérer mieux que le Fonds monétaire international les questions de la crise en Asie. Refus des Américains. Le Japon n'a pas pu passer outre. Et pas le niveau d'autonomie et n'avait pas le pouvoir structurel. Aujourd'hui, les BRICS, eux, sont capables de passer outre.
Deuxième point, la question monétaire. Alors, les Russes et les Chinois disent publiquement: «Notre objectif, c'est de dédollariser le commerce mondial». Les Russes disent aussi, et ça personne ne veut les écouter: «Ça prendra du temps». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sur Twitter, réagissent: «Ah oui, c'est génial, d'ici 6 mois, on parle plus du dollar». Ah non, c'est attendez, oh, 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 vous rêvez. Il y a quand même, bien sûr que les BRICS ont un pouvoir structurel, mais il ne faut pas non plus complètement ignorer le pouvoir structurel des États-Unis et de l'Union européenne. Ça existe aussi. Donc, le dollar, c'est une histoire qui va prendre plusieurs années. Ça ne va pas se jouer comme ça du jour au lendemain. Bien. Mais il y a un vrai problème qui pose, qui est de savoir, est-ce que l'on s'oriente vers euh, deux blocs complètement opposés, concurrents, une espèce de retour à la guerre froide, hein, quand on avait le bloc soviétique, avec la Chine en plus, donc avant 1961, 1962, etc. Ou bien, est-ce que de plus en plus de pays vont quitter le bloc occidental et vont rejoindre le bloc des... Ça, personne ne peut encore dire à présent qu'est-ce qui va se passer. La seule chose que l'on peut dire, et je conclurai là-dessus, c'est que l'intérêt de l'ensemble des pays du monde, c'est plutôt que d'arriver à une forme de confrontation entre deux blocs, d'arriver à un passage plus ou moins harmonieux du pouvoir de l'Occident collectif ou de l'Occident global, comme je l'appelle, vers ces nouveaux pays en développement, qui représentent aujourd'hui un poids au niveau du PIB mondial supérieur au G7. Quand vous calculez le PIB en parité de pouvoir d'achat, ce qu'il faut faire dès qu'on fait des comparaisons, ce n'est pas nécessaire de le faire quand on regarde le développement d'un pays, mais dès que vous voulez comparer un pays à un autre pays, il vaut beaucoup mieux utiliser la parité de pouvoir d'achat. Eh bien, vous voyez que la Chine a dépassé les États-Unis en 2017 et que les BRICS ont dépassé le G7 en 2020. Donc, est-ce que l'on est capable de dire, voilà, il y a un changement dans l'ordre du monde évident, et mieux vaut s'associer avec ce changement pour y faire, nous aussi, valoir nos droits, que de chercher à s'y opposer. Bon. Cette logique, qui serait la meilleure des logiques, nous ne savons pas encore si elle va se développer. L'attitude d'Emmanuel Macron montre à la fois qu'il a compris, mais qu'il a compris comme un adolescent peut comprendre ce type de problème. Non, là, je suis sérieux, là. Il a compris, quand il fait son discours, je veux aller en tant qu'observateur au sommet de Johannesburg, l'année dernière. Bon. Sur le fond, c'est une bonne idée. La France, effectivement, qui par ailleurs existe dans l'océan Indien, existe dans l'océan Pacifique, aurait tout à fait des arguments à faire valoir pour être, non pas membre des BRICS, mais pour être observatrice des BRICS. D'ailleurs, la Turquie, membre de l'OTAN, est bien désormais un pays partenaire des BRICS. Sauf que quand on veut faire ça, la première chose que l'on fait, c'est de le jouer dans les règles de la diplomatie mondiale. Vous envoyez, alors, vous décidez que vous avez des envoyés spéciaux pour traiter uniquement cette question. Vous en envoyez un à Pékin, un à Moscou, un à la Nouvelle-Delhi, un à Brasilia, un à Johannesburg, bon, etc. Vous discutez, vous voyez dans quelles conditions. Mais vous ne commencez pas à dire publiquement: «Ah ouais, je veux aller au sommet, c'est pas mal, ben, vous vous réunissez, mais peut-être que je peux participer au buffet». Non, attendez, on tape pas l'incruste comme ça, enfin, c'est... Bon. Pour ça, il faut comprendre un petit peu quelles sont les règles de la diplomatie, le fait que la diplomatie, ça existe, ça a une réalité. Euh, on, on a beaucoup trop tendance à mépriser la diplomatie en disant: oui, mais tout ça, c'est des discours un petit peu hypocrites.
Mais s'il n'y a pas cette hypocrisie, on se tape dessus. Donc, à un moment donné, il faut bien être hypocrite. Et tout le monde sait qu'on est hypocrite. Vous savez, j'ai travaillé comme conseiller pour Roland Dumas quand il était ministre des Affaires étrangères. C'est au moment avant l'arrivée de enfin, au moment juste de l'arrivée de Gorbatchev. Il disait toujours, vous savez, un diplomate, c'est l'inverse d'une femme du monde. Quand il dit oui, il pense peut-être. Quand il dit peut-être, il pense non. Mais s'il vous dit non, ce n'est plus un diplomate. Et il dit, mais ce qu'il nous disait, nous, moi j'étais un conseiller très mineur. Hein, bon. Mais, écoutez, ça peut vous paraître hypocrite, cynique, tout ce que vous voulez, mais si on ne respecte pas ces règles, on se tape immédiatement dessus. Donc il vaut peut-être mieux respecter ces règles, quelles qu'elles soient, aussi cyniques, aussi hypocrites soient-elles, pour continuer à se parler et éviter autant que possible de se taper dessus, surtout entre puissances nucléaires. C'est une chose qui restait et qui reste encore très vraie. Encore faut-il connaître ces règles. Et le problème de notre président, c'est que, en cherchant comme ça à taper l'incruste, sans passer par les pratiques diplomatiques, il a grillé la position de la France jusqu'à la fin de son mandat. Personne, évidemment pas les Russes, mais pas les Chinois non plus, pas les Indiens non plus. Hein. Alors les Indiens disent oui, oui, on est très amis avec la France, etc., etc. La question des BRICS, elle est morte. Ah oui, d'accord, vous êtes nos amis, mais vous dites que cette question, elle est morte. Donc, vous êtes plus nos clients que nos amis. Ben oui, un pays a la politique de ses intérêts. Il faut quand même le savoir. Bon, donc, tant que nous aurons Macron à la présidence, il est impossible de reprendre le dossier. Un autre président ou une autre présidente pourra peut-être, si cette personne a la profondeur de vision nécessaire, reprendre le dossier. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle le reprenne de la manière correcte, c'est-à-dire en discutant d'abord avec les membres des BRICS et surtout les membres fondateurs, hein, parce que on comprend bien que c'est chez eux que la décision est prise, bon, pour arriver à un compromis. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que la France pourrait se situer comme une passerelle entre le camp occidental, le camp de l'Occident collectif ou de l'Occident global, et le camp du Sud global, représenté par les BRICS, et arriver à éviter cette formalisation de deux blocs antagoniques qui serait, je le rappelle, un retour à la politique que l'on avait dans les années 50 et le début des années 60, et qui serait extrêmement négatif, ou que ça serait dangereux, bon, mais ça serait surtout extrêmement négatif pour le développement de toute une série de pays qui vont se trouver pris, devoir absolument choisir entre l'un et l'autre, et qui ne veulent pas choisir en réalité. Donc, c'est un petit peu comme cela que l'on peut tenter de penser l'avenir, mais en sachant que, et ça sera la conclusion de ma conclusion, ça demanderait beaucoup de professionnalisme et malheureusement, dans une grande partie des diplomaties des pays occidentaux, c'est pas que la France, hein, c'est aussi vrai pour les États-Unis, pour l'Allemagne, etc. Nous avons de plus en plus des gens qui réagissent à l'émotion et qui se prennent pour des diplomates. Or, émotion et diplomatie sont deux termes parfaitement antagoniques. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.